Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et je mets en lumière leur business, leur audace, leur succès. Bonjour, je suis Simonie Devec. J'accompagne des dirigeantes et dirigeants d'entreprises en forte croissance pour faire rayonner leur business. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Bref, l'importance d'être bien entouré dès le départ. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, leur moteur, leur challenge et leur succès, afin d'inspirer celles et ceux qui construisent le leur. Belle écoute! Bonjour, aujourd'hui je reçois Mounia Erka, ancienne VC chez Isaïe, un fonds de capital risque qui est devenu coach. Mounia revient sur son expérience en tant que VC. C'est aussi au même moment qu'elle se passionne pour le coaching qui, selon ses mots, lui permettent de se développer elle, mais aussi pour être une meilleure VC, une meilleure board member. Quoi de mieux que de tenter de comprendre le fonctionnement de notre cerveau et comment le reprogrammer? L'alignement et la passion sont si forts qu'il quitte ses fonctions et monte son entreprise de coaching, 108 milliards. Aujourd'hui, Mounia coach des entrepreneurs et des fondateurs de start-up. Elle a aussi créé une masterclass pour un coaching en toute autonomie sur la visualisation. Merci Mounia. Belle écoute. Hello Mounia, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders. Alors on a pas mal de points en commun parce qu'on a évolué toutes les deux, enfin on évolue encore un peu finalement dans l'écosystème tech startup. Donc tu étais VC chez Isaïe, un fonds de capital risque. Donc on va revenir en détail sur ton parcours. Et donc après avoir accompagné des fondateurs de startup, des C-level, tu es aujourd'hui coach d'entrepreneurs. Tu vas nous raconter tout ça. Essaie de te présenter pour commencer, Mounia. Ouais, carrément, bonjour. Je suis Mounia, j'ai 37 ans. J'ai une 1re tranche de vie professionnelle, en tant que VC, donc le dernier fonds où j'ai travaillé, c'était Isaïe. Avant ça, j'ai aussi travaillé dans un fonds qui s'appelle Ventec. J'ai aussi été entrepreneur pendant ces années-là. J'avais monté le clone de Groupon, au Maroc quand c'était la mode, de monter des clones de Groupon dans le monde entier. Et puis en fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai découvert le coaching à la base en tant que cliente. Ça a complètement changé ma vie et en plus de ça, ça m'a passionnée. Et au début, je me disais pas que j'allais devenir coach, mais je voyais bien comment, le coaching pouvait m'aider à être une meilleure investisseur, une meilleure board member. Donc, je suis allée en formation de coaching plutôt avec cette idée-là de me dire, ben, c'est souvent des sujets humains qui font qu'une, boîte émerge ou se plante. Tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, je voulais un peu factualiser les sujets humains. Je me contentais plus de de ce que j'entendais autour de moi et de ce que même moi je me disais en fait, avec l'expérience, je vais acquérir des bons réflexes, je vais avoir des intuitions, je vais pouvoir, aider comme ça. Et c'est comme ça que je suis allée en formation de coaching et en fait, pendant la formation, je suis passée dans une espèce de machine à laver où je me faisais coacher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc quelque part, il y a des petites questions que je mettais sous le tapis, parce que j'étais bien au chaud. J'aimais bien mon métier, c'est un métier confortable, qui cochait plein de cases pour moi. Ces questions-là, un peu les questions du sens, de qu'est-ce que vraiment je voulais faire, j'ai été obligée de les sortir de sous le tapis et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir coach. Si on revient, vite fait dans ton enfance, comment était la petite Mounia? Est-ce que tu avais un job de rêve? Est-ce que tu avais des prédispositions justement au coaching? Je sais pas, tu avais un relationnel, Moi, j'ai toujours eu un très bon relationnel et je viens d'une famille où on a un bon relationnel. On aime les autres, on aime accueillir. Ma valeur cardinale, moi, c'est l'abondance partagée. Donc, vraiment le côté les grandes maisons, les dîners, les gens et tout, voilà. Ça a toujours été enfin, on a toujours valorisé ces qualités-là chez moi, donc c'est pas «étonnant» entre guillemets que je sois à l'aise dans le relationnel. Mais la petite Mounia, en fait, elle était, c'était je dis souvent que j'avais le syndrome de la première de la classe, mais c'était à un niveau, honnêtement, c'est triste, tellement c'était élevé. C'est-à-dire que la petite Mounia, elle se disait pas: «Quel est mon job de rêve?» Quand j'ai regardé tes questions, je me suis justement dit, «Tiens, c'était quoi mes jobs de rêve?» Elle se disait: «Il faut absolument que j'ai un bon travail, qui soit bien payé pour, être autorisée ensuite à réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie». Elle se le disait pas comme ça, elle était petite, mais c'était ça qui était derrière.
Donc vraiment, je me suis pas posé ces questions-là quand j'étais petite. J'étais en mode, faut que j'ai des bonnes notes, que je sois bien sage, que je sois une gentille petite fille, que je coche toutes les cases parce que comme ça, je serai heureuse. Bah, justement, tu as fait des très bonnes études, me semble-t-il? Bah, bien sûr, j'ai Tu es coché 1re les de la cases. classe, justement? Ah mais Comment j'ai coché les cases, bah, j'ai fait maths sup parce que j'avais des bonnes notes en maths. Ah, j'adorais les maths, c'est vrai. Mais c'était pas ça qui était rentré dans ma décision de faire maths sup. C'était juste, bah, en fait, ça te ferme pas de porte, donc des études de vas-y. bonnes élèves, quoi, ouais, ouais, bonne Voilà, élève, ouais. exactement. Ensuite, bah, j'ai fait la meilleure école que je pouvais avoir dans le classement. J'ai fait Supélec. D'ailleurs, encore une fois, je regrette absolument pas tout ça. C'est là que j'ai rencontré mes meilleurs amis, c'est là que j'ai rencontré le père de mes enfants. Enfin, il y a plein de trucs cool qui se sont passés. J'ai appris plein de choses, mais tous ces choix-là n'étaient pas du tout faits par, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et voilà. Et après, comment j'ai découvert le capital risque? Absolument par hasard. Alors, quand moi j'ai été, enfin, c'était ma dernière année, j'étais pas encore diplômée, mais en troisième année d'école d'ingénieur, il fallait que je commence à me demander ce que je voulais faire de ma vie quand même. Et je savais juste que je voulais pas faire un métier technique. Oui, parce que la plupart des j'imagine, hein, des potes de promo, ils devaient aller dans des grands groupes, non? Ce genre Non, pas de forcément. Justement, en fait, il y a beaucoup de grandes écoles d'ingénieurs en tout cas à l'époque, qui formaient des gens qui allaient dans les cabinets d'audit, qui faisaient du conseil en stratégie, qui faisaient à l'époque, c'était pas encore, c'était avant la chute de Lehman Brothers, donc beaucoup de gens allaient en finance de marché. C'est ça le truc un peu stylé. Donc moi, je savais que voilà que je voulais, mais il y avait une partie aussi qui faisait des métiers techniques, et moi je savais que je voulais pas faire ingénieur technique. Donc tout le monde me disait bah va faire de la finance de marché, et ça me parlait pas. Sinon je me dis: Non, c'est pas ça que j'ai envie de faire». Mais j'avais aucune idée, et j'ai eu de la chance parce que je suis tombée par hasard sur une annonce de stage en capital risque, donc stage de fin d'études, machin. À l'époque, je savais pas ce que c'était que le capital risque, on est en 2008, hein, c'était pas encore la mode. c'était avant la crise? Ouais, c'était en janvier, du coup, ça devait être en janvier 2008, et moi, je cherchais mon stage pour avril 2008, quoi. J'étais pas très en avance, mais et j'hésitais avant de tomber sur cette offre de stage, j'étais en mode: «Ah, je vais peut-être aller dans un cabinet d'audit». C'est ça que je regardais un peu, et donc je tombe sur ce truc-là, Capital Risk, je regarde sur Wikipédia et je me rappelle que la réflexion, c'est: «Tiens, ça a l'air d'être des gentils financiers, eux», et je vais à cet entretien sans savoir, trop, machin. Je suis prise, et là, je découvre une passion, enfin, c'est la première fois de ma vie que je travaillais, je regardais pas l'heure à midi pour me dire: «Ah, j'ai faim, j'ai envie d'aller manger», Tu étais passionnée, par le monde du VC, ouais. Ouais. et en fait, passionnée surtout, je pense que ce qui m'a donné de l'énergie dès le départ, pour faire le lien même avec le coaching après, c'était rencontrer des entrepreneurs. C'était dingue pour moi. En fait, j'ai l'impression, et d'ailleurs je résumais comme ça souvent mon métier pour rigoler, mais finalement pas tant que ça pour rigoler. Je disais, je suis payée à prendre des cafés avec des gens hyper intéressés par ce qu'ils font, hyper smart, passionnés, ça me donne de l'énergie. Ah oui, c'est une bonne définition, finalement. Bah, ouais. Bah, il y a pas que ça dans le métier de VC, mais il y a une partie, ouais. En tout cas, ça a toujours été jusqu'au bout, ça a été la partie qui me nourrissait. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, le reste qui me nourrissait pas a commencé à de moins en moins me nourrir, et Est-ce que tu peux nous partager un petit peu, les sujets qui t'intéressaient moins? bah, je pense que le sens profond du métier, mettre 1 € dans une boîte pour en récolter 12, ça me parlait moins. Je pense aussi que, la façon dont on prenait nos décisions, la façon dont on opérait le truc, en fait, je trouve qu'on se donnait beaucoup de on essayait de se rassurer qu'on prenait des décisions rationnelles, et cetera, alors qu'au final, on savait, on était rongés par l'incertitude, on était rongés aussi par le côté, tu sais, quand on est vicié, on est copilote, on conduit pas du tout la voiture. Donc à part avoir de l'influence sur, celui qui conduit, on peut pas faire grand chose, et au lieu d'assumer tout ça, on était un peu dans le truc, non, non, on contrôle, et il y a un truc, voilà, un peu, qui me parlait pas. Je pense que, bah, pour résumer il y a une anecdote qui résume bien ça, je pense, c'est une question aussi de personnalité, hein. Quand j'ai passé mes entretiens pour rentrer chez Isaïe, à un moment, j'ai rencontré, Pierre Kosciusko-Morizet. Il paraît, je l'ai su après, mais quand il a appelé Jean-David, Chamboredon, donc le patron d'Isaïe, pour, lui faire son feedback, il lui a dit: «Écoute, elle est top et tout, par contre, c'est une entrepreneur, c'est pas une investisseur», et il me l'a dit, moi, pendant le truc, il m'a dit: «Mais le body language que je vois là, c'est celui d'une entrepreneur». Donc c'était intéressant. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, je sais pas, quelque chose de drôle ou quelque chose, de tes années de VC, Je pense que c'est un bon exemple de comment, le métier de VC m'a beaucoup aidée à justement sortir de ce que je pense à la base, de sortir de mes a priori, et muscler mon cerveau à penser de nouvelles choses. Anecdote, donc je reçois un dossier, d'un truc dans l'immobilier qui est monté par, 2 personnes qui avaient 21 ans, et franchement, moi, alors j'avais une règle, c'est que quand quelqu'un en qui j'ai confiance m'envoie un dossier en me disant: «Tiens, regarde ce truc, regarde cette boîte, elle est bien», je rencontrais systématiquement les entrepreneurs. C'était ça mon filtre, c'est qui m'envoie le dossier, qui m'en parle.
Et là, donc, la personne qui m'envoie ça, pour le coup, je lui fais confiance. Elle m'a souvent parlé de belles boîtes. Mais là, le truc me semble tellement. Je me dis, mais attends, c'est quoi ce truc? Moi, j'aimais pas trop l'immobilier comme secteur d'investissement. En plus, là, c'était pour l'immobilier étudiant. Je me dis, oui, bon, c'est une niche. Et les garçons avaient 21 ans, ils avaient rien fait de spécial avant. Je me suis dit, non, mais c'est quoi cette blague? Justement, moi, avec mon truc de je sors des grandes écoles, etc. Donc, je me dis, c'est quoi cette blague? Je vais jusqu'à appeler mon contact pour lui dire, mais pourquoi tu m'envoies ce dossier? Et heureusement qu'il insiste, il me dit, si, si, vous allez. Donc, je rencontre quand même les entrepreneurs, mais je m'attendais à perdre une demi-heure de ma vie, quoi. Et limite, je rentre, ils ont même pas de poil au menton. J'ai envie de leur pincer les joues en disant, alors, on a monté la start-up, c'est super. Et en fait, au bout de, allez, 5 minutes, je me rends compte qu'en fait, ils sont hyper forts dans ce qu'ils font, que c'est des bons entrepreneurs, que leur sujet est vraiment intéressant. Déjà, première chose que je fais, je leur avais fait un créneau d'une demi-heure, je décale mon truc d'après pour leur donner 1 heure. Et ensuite, je pense que ça a été le deal le plus rapide que j'ai fait chez Isaïe. Bah, c'est une boîte qui s'appelle Studapart, donc Alexandre Ducœur et Amaury Roland, hein, qui entre-temps, bah, la boîte s'est même vendue, hein, ils nous ont même fait gagner un petit peu d'argent. Si tu veux, j'étais en rentrant dans cette salle, j'étais en mode: «Mais c'est pas possible que ça rentre dans mes cases», et en fait, ça a été l'un des deals les plus rapides que j'ai fait parce qu'il y avait pas de débat. Donc ça, ouais, c'était intéressant dans ce cas-là, c'est que vraiment j'étais tout le temps confrontée à des entrepreneurs, à des modèles, à des choses qui m'obligeaient à penser différemment. Donc tu as accompagné des entrepreneurs, et des entrepreneureux, donc 24 de fondatrices de start-up, donc il y a encore du boulot, hein, pour Il y attirer a des encore du femmes. boulot et Ouais. ouais. Donc toi, tu l'as vu de l'intérieur. Selon toi, hein, comment on pourrait attirer plus de femmes? Honnêtement, je pense qu'il faut continuer à faire tout ce qu'on fait, mais le faire encore plus. Là où je suis un peu pessimiste, je vais te dire, parce que, par exemple, même nous chez Isaïe, bon, c'était le moment où moi je commençais à partir, donc j'ai moins suivi ça, mais on avait signé la charte Sista, donc en gros, et on avait commencé vraiment à regarder, à monitorer un peu à essayer de trouver nos biais de décision, en fait, sur, est-ce que c'est nous qui prenons, et donc vraiment l'intention est là, l'envie est là, il y a plein de choses qui sont mises en place et il faut continuer. Mais là où je suis un peu pessimiste, c'est que je me suis dit, en fait, j'ai constaté que, hommes comme femmes, mais on va dire quand même plus les hommes, parce qu'ils en souffrent moins, même quand j'ai croisé, j'ai travaillé avec des hommes qui étaient complètement, engagés dans la mixité, qui voulaient vraiment, qui faisaient leurs meilleurs efforts pour investir dans des projets montés par des start-upeuses, pour recruter des femmes dans leurs équipes, et cetera. Et donc ils étaient pleins de bonnes intentions. En fait, leurs logiciels et nos logiciels à tous sont tellement empreints de des codes de la société patriarcale, ce qu'on considère être un bon entrepreneur. On se rend pas compte qu'en fait nos critères, ils sont déjà pourris par rapport au sujet de comment je favorise la mixité. Là où je suis, voilà, un petit peu pessimiste, et je me dis: «Mais en fait, il faut vraiment que, on modifie tous nos logiciels», et c'est compliqué. Il y a des gens qu'en fait, ils sont beaux avoir plein de bonnes intentions, ils se rendent pas compte à quel point leur vision du monde les empêche d'investir dans plus de projets, de start-upeuses. Donc avant même de se poser de la question de comment on en attire, effectivement, il y a ce sujet, il faut tout faire pour continuer à le faire, mais il faut vraiment, pas être dupe sur le fait qu'on fera tous les efforts qu'on veut. Pour l'instant, on a des codes, on a des critères, on a la façon dont on évalue les dossiers, la façon dont même les gens, montent leur boîte, la façon dont on voit l'entrepreneuriat, la croissance, qui est très patriarcale. Comment tu en es venue au coaching, en fait? Tu peux nous raconter la bascule, VC, coach et bah, après tu as créé donc ta boîte de coaching, donc tu vas nous en parler après. Bah, donc du coup, moi, je suis allée me former au coaching. Au début, je sais pas si je me mentais à moi-même ou pas, mais en tout cas, j'avais pas du tout l'intention de quitter le VC. Je me disais juste: «Je vais faire une formation de coaching, ça va faire de moi une meilleure investisseur, une meilleure board member, parce que j'aurai des clés pour aider les entrepreneurs que j'accompagne sur les sujets humains». Et donc pendant la formation de coaching, en fait, je me rends compte que ça me passionne trop, que c'est ça que j'ai envie de faire, que le sens profond du métier d'investisseur, en fait, il me parle pas, qu'il cochait plein de cases pour moi, notamment, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense pendant la formation de coaching et le fait de m'être fait beaucoup coacher, j'ai pris confiance en moi, et qu'avant, mon besoin de reconnaissance, mon besoin de sécurité était trop important, tant que j'avais pas beaucoup confiance en moi, et qu'à partir du moment où je les ai un peu réglés, où j'étais plus à l'aise sur ces sujets-là, bah, c'était plus mon sujet, hein, de rester dans un truc, où je me sentais reconnue et en sécurité, quoi. Et donc à partir de là, clairement, c'était évident que je voulais plus être VC et que je voulais être coach. Sauf que je m'étais dit: «Bah, prends ton temps», donc je revenais de mon deuxième congé mat, donc je me suis dit: «Attends, ton fils dort pas, on était en train d'acheter une nouvelle maison, tranquille».
Donc ça, c'était le 19 octobre, je pense, ouais, en tout cas en octobre 2019. Donc je reviens de mon deuxième congé mat et je sais que je vais pas rester ici jusqu'à la fin de mes jours, mais je me disais: «Prends ton temps, je ne prends zéro décision, dans l'année qui vient». Et en fait, à 14h, j'étais dans le bureau de Jean-David pour lui dire que je voulais partir. C'était plus possible, en fait. En fait, je pense que je suis quelqu'un d'entier et surtout le métier de VC, enfin, j'allais pas le faire à moitié. Et tu avais pas du tout envisagé à un moment de te dire: «Bon, voilà, je commence doucement le coaching tout en restant VC», enfin, tu vois, Bah, en plus, pour le coup, j'ai eu des appels du pied, hyper intéressants ils m'ont dit: «Mais, bosse pour nous à mi-temps, garde tout comme c'est maintenant, mais développe ton business à côté, il y a pas de problème, ça va te prendre du temps» et c'est vrai, enfin, il y a plein de coachs qui me témoignaient: «Attention, ça va te prendre 5 ans de développer ton activité, donc même les 2 ans de chômage, ça va pas te suffire et tout». Je pouvais pas en fait, ça y est, une fois que enfin vraiment à partir du moment où je me suis dit: «Non, c'est ça que j'ai envie de faire». Si tu veux, l'image que j'ai eue, qui me venait en tête et c'était vraiment ce que je ressentais, c'est comme si tu me disais: «Va sur une planète où tout est parfait, mais juste il y a pas d'oxygène». C'était ça que je ressentais. Il fallait que j'aille faire mon truc. et donc tu as créé 108 000 000 000, Ouais, le nom de ta boîte de coaching. ouais. Alors déjà, pourquoi 108 000 000 000? Ah! C'est l'estimation du nombre d'humains qui a foulé la Terre depuis le début. Ouais, il y a des anciens confrères qui m'ont dit: «C'est la valo que tu veux atteindre?» J'ai dit: «Non, les amis, il y a pas que ça dans la vie». Non, non, et vraiment moi si tu veux le terreau sur lequel je fais mes activités, c'est de me dire: «Il y a eu 108 milliards d'humains qui ont existé. On a déjà appris des choses, compris des choses. Comment est-ce que l'expérience de ces humains peut nous aider à nous réaliser, à nous sentir mieux, à nous connecter entre nous, à être plus heureux, quoi?» Tu accompagnes essentiellement les entrepreneurs? Au début, j'ai coaché des gens un peu avec ce que j'avais appris à la formation. Assez rapidement, j'ai développé ma méthode de coaching. Alors, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, hein, mais par contre, je me suis dit dans tout ce que j'ai vu, dans tout ce que j'ai étudié, mais dans tout ce que aussi j'ai expérimenté, parce que quand je vous dis que je suis passionnée, j'allais voir plein de coachs différents, j'ai vu plein d'approches. Je me suis dit: «Qu'est-ce qui a été game changer? Qu'est-ce qui vraiment a été game changer?» Et ça, je l'ai mis dans une méthode. C'est comme ça que j'ai développé ma méthode de coaching. Et cette méthode, elle consiste à apprendre à écrire et à lire ce qui se passe dans ma tête et à faire le lien entre ce qui se passe dans ma tête et les résultats que je produis dans ma vie, les résultats que je vois. Et il y a beaucoup de préparation mentale autour et tout, mais vraiment, c'est ça le truc. Et donc cette méthode-là, elle marche avec tout le monde. Il se trouve que moi, j'accompagne essentiellement des entrepreneurs parce que c'est mon réseau de base et qu'en plus, je me dis, faut cibler un peu, avec qui tu travailles. Et il se trouve aussi que les entrepreneurs que j'accompagne sont ravis de ma capacité à prendre plusieurs casquettes. Il m'arrive régulièrement pendant une session de coaching de dire: «Attends, j'enlève ma casquette de coach, je mets ma casquette d'ancienne VC, là, tu as ton board demain, voilà le VC, ton VC comment il réfléchit. Toi, tu lui en veux pour ça et ça, mais lui, voilà, mets-toi dans sa tête». Il m'arrive parfois juste en permettant à l'entrepreneur de comprendre comment un VC réfléchit, de lui éviter un conflit ou enfin, en tout cas, d'arrêter d'être en colère de: «Ah, le VC m'a dit ça, il est pas gentil». Non, c'est pas le sujet. Et donc, il se trouve, voilà, que c'est pour ça que j'accompagne essentiellement des entrepreneurs parce que c'est mon réseau et que ça fonctionne, «bien» entre guillemets. Mais ma méthode de coaching, elle fonctionne avec tout le monde et il m'est arrivé plein de fois de coacher des gens qui étaient pas du tout entrepreneurs. Quelles sont souvent les problématiques qui reviennent? Enfin, après, bon, voilà, chaque personne, évidemment, on a tous notre histoire, notre parcours, nos sujets, on va dire. Ouais. Il y a deux trucs en ce moment qui reviennent souvent et qui m'intéressent, en tout cas où je me dis vraiment il y a un truc. Le premier, c'est des gens qui, quelque part, ne s'autorisent pas à créer ce qu'ils veulent vraiment créer. Donc soit c'est des gens qui sont au début de leur parcours entrepreneurial et qui sont, on va le dire aussi simplement que ça, qui sont bourrés de croyances limitantes. Et notamment, sur ce sujet-là, moi j'adore, coacher les gens sur, leur rapport à l'argent. Quand j'ai commencé mon business, le nombre de personnes qui m'ont dit: «Mais Mounia, si tu fais 100 000 € de chiffre d'affaires avec ton truc de coaching dans 5 ans, si tout va bien, ce sera déjà un miracle». Et en fait non, j'ai fait 200 000 € au bout de 2 ans. Comment tu as réussi à mettre des œillères, justement? Mais j'ai pas mis d'œillères, j'ai vu que j'avais des croyances limitantes sur l'argent parce qu'en fait, ce qui nous arrive avec les croyances, c'est qu'on incorpore ceux des autres et que, bah, c'est la culture, en fait. Donc j'ai vu que je les avais et j'ai utilisé ma propre méthode pour les casser. Donc j'ai été un de mes premiers cobayes. J'ai pas été ma première cobaye, c'est une de mes clientes qui l'a été, mais j'ai été ma deuxième, on va dire, ma deuxième cobaye. Et donc ça c'est un truc que je vois beaucoup, c'est des gens alors soit ils sont au début vraiment de leur activité, soit ils ont déjà fait des choses, mais, ils sont encore à 1 million de kilomètres de là où ils veulent être et c'est pas le problème, on est tous à 1 million de kilomètres de là où on veut être, mais ils prennent pas du tout la bonne direction parce que ce qu'ils croient en leurs possibilités, ce qu'ils croient, leur vision du monde les empêche, en fait.
Leur seule limite, c'est leur mental. Donc ça, c'est une première typologie de gens. C'est vraiment un travail de début, limite. Et puis j'ai d'autres personnes, et j'en ai de plus en plus, c'est intéressant. C'est des entrepreneurs qui sont déjà successful, qui ont déjà fait, soit même, voilà, qui ont fait déjà des belles boîtes, qui savent, en tout cas en termes de, on va dire, leur niveau de confiance en eux, ou leur niveau d'estime d'eux, ils ont déjà créé plein de preuves que, ils ont déjà émergé, ils ont déjà fait une première grosse partie du travail sur la confiance en soi, sur les croyances et tout. Mais ils sont pas heureux. Ils sont toujours pas heureux. Et ils viennent me voir au moment où ils se disent, en fait, j'étais sûre que quand je serais là, je serais heureux, et j'arrive là, je suis toujours pas heureux. Je leur dis, bah ouais, parce qu'en fait, le bonheur, c'est différent. Et donc, avec ces gens-là, la question, c'est comment est-ce que j'arrive à, déjà, à sortir des fantasmes de qu'est-ce que c'est être heureux. Et j'adore taquiner les gens qui me disent, en fait, il y a des gens qui confondent, on confond tous un peu, hein, ressentir des émotions agréables toute la journée et être heureux. Tout ce qu'on fait dans notre vie, que ce soit devenir président, manger un gâteau ou acheter des loups-boutins, c'est pour ressentir des émotions agréables ou pour fuir des émotions désagréables. Et justement, faut sortir de ce truc-là. Faut pouvoir faire les choses pas que pour ça. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que tu te dis, bon, le jour où j'aurai mes loups-boutins, bah, je ressentirai que des émotions agréables. Et en fait, quand tu as tes loups-boutins, tu te rends compte que pas du tout. Que déjà, tu es déjà en train de te dire, il me faut le jean qui va avec. Donc ça s'arrête jamais. Donc faut réussir à unplug. Et donc moi, j'aime bien taquiner surtout mes clients entrepreneurs. Quand ils constatent ça, je leur dis, mais si tu voulais juste ressentir des émotions agréables, faut pas monter de boîte, surtout pas. Il faut pas te faire coacher. Faut rester chez toi et prendre du LSD toute la journée. Tu vas être au top. Tu t'embêtes pas. Et à partir du moment où tu sors de ce mythe que être heureux, c'est ressentir que des émotions agréables, tu comprends que, moi j'aime bien dire aux gens, c'est quoi qu'il arrive, tu auras ton cocktail 50-50 de trucs, juste tu auras pas les mêmes émotions et tu auras pas les mêmes problématiques. Les trucs qui t'énerveront seront différents. Donc après, tu choisis un peu la catégorie de problème que tu veux. Donc une fois que tu sors de ce mythe-là, c'est qu'est-ce que tu muscles d'autre? Qu'est-ce que ça devient vraiment le bonheur? Qu'est-ce que ça devient l'estime de soi? Qu'est-ce que ça devient le sentiment de réalisation à ce moment-là? Et donc là, c'est des conversations que j'ai avec ces personnes-là. Tu animes également un podcast? Ouais, j'ai Tu commencé la salle l'année dernière. tu peux un peu nous en parler? C'est plutôt des conversations avec des invités, quel thème tu mets en avant? Ouais, ouais, non, mais je peux en parler. Alors, j'ai appelé ça «108 milliards», le podcast pour s'élever. Et l'idée, c'est vraiment de prendre le mot «s'élever» sur, les différentes définitions. Ça donne toutes les dimensions du podcast. Il y a le côté s'élever, bah, élever son âme, son esprit, voilà, penser, avoir des pensées, différentes. Et il y a vraiment aussi s'élever comme on élève un enfant. Pour moi, il y a vachement ça dans mon podcast et même dans mon approche du coaching, c'est de se dire: «Comment est-ce qu'on peut se donner à soi-même ce qu'on donnerait entre guillemets à un enfant qu'on essaie de faire grandir ou à une plante qu'on essaie de faire pousser?» Le soin, l'attention, nécessaire, et aussi les règles, les limites nécessaires pour grandir. Et dans mon podcast, ce que je fais, c'est que je prends un thème que je découpe en plusieurs épisodes. Les épisodes sont assez courts. Il y a donc c'est la plupart des épisodes, je suis toute seule à parler, et c'est des épisodes qui durent 8 minutes. 108 milliards, 8 minutes, on reste dans le 8. Il sort le vendredi à 8 heures du matin. Ça fait un trip. Mais donc voilà, c'est des épisodes qui sont assez courts. Donc un thème, c'est plusieurs épisodes. En fait, je prends un seul, voilà, sur un sujet, je vais avoir plusieurs angles. Le premier angle, c'est se comprendre. Le deuxième angle, c'est se réaliser. Et le troisième angle, c'est se relier aux autres. À chaque fois, je prends un thème. Par exemple, j'ai pris mon premier thème, c'était le cerveau d'Homo sapiens. Et ben, sur les différents angles. Et ce que je fais depuis moins longtemps, c'est que j'ajoute en plus à ces épisodes-là, j'ajoute un épisode où j'invite un invité, où j'interviewe quelqu'un. Là, pour le coup, c'est un épisode qui est plus long, qui dure plutôt 45 minutes, 1 heure, où la personne vient me partager ce qui est intéressant sur le sujet. Notamment, il y a quelques semaines, j'ai eu ma première invitée, c'était une entrepreneure qui s'appelle Pauline Albanque, et qui, elle, en fait, je l'ai fait intervenir sur le thème des croyances limitantes et motrices. Et pourquoi est-ce que je l'ai invitée? Parce que moi, je travaille, entre guillemets, j'ai travaillé à adopter des croyances motrices, à me débarrasser de mes croyances limitantes, j'aide les gens à le faire. Mais elle, c'était un ovni. J'ai découvert une personne qui avait des croyances motrices très fortes depuis l'enfance, enfin, c'était vraiment, ça expliquait la façon dont elle a entrepris, la façon dont elle a réussi, plein de choses. Donc c'était intéressant d'avoir son témoignage, quoi. Je me dire, mais en fait, ça existe, les ovnis. Et donc c'est quoi tes prochains, projets justement pour 108 milliards? Bah, continuer le podcast, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. J'adore faire ça. Ça me prend encore beaucoup d'énergie. Je suis pas du tout encore à l'aise à tout ça, mais vraiment continuer le podcast, continuer mes coachings individuels. Formule individuelle, hein, tu fais pas de coaching, Si, groupe? si, je fais aussi des coachings de groupe.
Ce qui m'arrive régulièrement, c'est de coacher, par exemple, plusieurs associés d'une même boîte et donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on a des séances individuelles et on a des séances de groupe. Donc ça, continuer, voilà, mon travail de coaching, mais finalement, le limiter, c'est ce que je fais déjà, hein, mais voilà, pas en faire trop, et me dire: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de développer autour?» Et il y a 2 angles qui sont importants, c'est comment est-ce que je peux, apporter, en fait, ma méthode à plein d'autres gens qui vont pas faire mon coaching, soit parce que, ils ont pas le temps, pas envie ou pas les moyens, c'est quand même aussi un budget. Donc j'ai commencé à faire, par exemple, des formations en ligne. Oui, tu as c'est une masterclass, je sais Oui, plus? j'ai fait une masterclass, par exemple, sur comment faire sa visualisation, donc comment, en fait, vraiment dans cette masterclass, il y a les meilleures techniques de préparation mentale que j'applique avec mes clients et que j'ai vues, par ailleurs Du coup, on et peut je le pense faire que c'est quelque chose que les gens peuvent faire en tout seuls. autonomie, quoi, voilà, Et c'est ça. complètement, complètement. Donc moi, vraiment, il y a une grosse partie sur comment est-ce que je donne les clés aux gens pour être autonomes sur, j'appelle ça l'auto-coaching, comment installer sa routine d'auto-coaching. Donc ça, c'est par des formations en ligne. C'est aussi, des choses que je fais, avec des bootcamps où en 3 semaines, je prends un groupe de coachés et je leur, transmets ma méthode, mais pour que au-delà des 3 semaines, ils puissent l'appliquer tout seuls. J'en ai fait un en décembre, j'en referai un, je pense en avril. Donc voilà, donc vraiment il y a une côté comment est-ce que je peux transmettre ma méthode à plus de monde, qui sont pas forcément mes clients de coaching, classiques. Ça, c'est un enjeu et mon deuxième enjeu, c'est, il y a des anciens clients à moi qui ont au début, ça s'est fait de manière un peu, anecdotique, hein, qui m'ont demandé de les former pour qu'eux puissent coacher avec ma méthode et donc voilà, un des enjeux aussi 2023, c'est, avoir des personnes je commence à en avoir, j'en ai 2 ou 3 là qui commencent à travailler avec moi, d'avoir d'autres coachs qui sont formés à ma méthode et qui peuvent, coacher d'autres Une personnes. sorte de Mounia Academy, Voilà, une sorte mais bon, pour l'instant, j'ose même pas appeler ça comme ça, mais 2024 ou 2025, peut-être qu'à un moment, je ferai ma formation de coaching, quoi. super intéressant. Tu me tiendras au courant? Mais avec plaisir. Alors j'aime bien demander à mes invités, quels sont leurs drivers? Est-ce que tu as des moteurs dans la vie? Qu'est-ce qui te fait lever le matin, Bah, je sais pas si c'est un driver, mais je vais te le raconter, tu vas me dire si ça répond à ta question. Moi, depuis que je suis enfant, quand j'essaye justement, je me dis: «Mais attends, voilà, qu'est-ce qui va me faire me lever le matin? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi le bonheur, quoi, quelque part?» Moi, je m'imagine souvent, je discute beaucoup avec, une petite vieille qui va pas tarder à mourir. C'est moi dans le futur. J'adore discuter avec mon moi du futur et je sais pas, je suis en train d'imaginer que cette petite vieille, elle se repasse le film de sa vie en accéléré, juste avant de partir. genre petite vieille avant enfin qui va bientôt mourir? Ouais, ouais, vraiment moi j'imagine que les quelques minutes avant que je quitte ce monde, j'ai ce mythe que je vais me repasser le film de ma vie en accéléré et je me dis: «En fait, cette petite vieille, c'est ma chef, c'est ma boss, c'est la seule pour qui je travaille». Il faut qu'elle puisse se dire: «C'était bien». Qu'elle puisse se dire: «J'ai vécu ma vie, j'ai pas vécu le vie la vie de la voisine» et donc ce truc-là, ça me drive, c'est de me dire: «Tiens, quand je prends des décisions, quand je veux faire un truc, quand j'ai la flemme de faire quelque chose», par exemple, le podcast, c'est un bon exemple. Des fois, j'ai la flemme d'aller enregistrer mon épisode et je me dis: «Mais à quoi bon? Attends, pourquoi tu fais ça? Tu as pas besoin» et je me dis: «Mais non, mais parce que la petite vieille, elle sera contente vraiment. Elle sera contente d'avoir fait un podcast». C'est un bon argument. Voilà, donc je Ouais. discute beaucoup avec la petite vieille. Du coup, tu te dis, voilà, la petite vieille, il faut qu'elle se dise pas il Ouais, faut, mais ouais. qu'elle aimerait bien, avoir eu une vie remplie, une vie riche et avoir fait ce qu'elle voulait. Ouais, c'est ça. C'est qu'elle puisse juste se dire, «J'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait au mieux», elle a pas forcément besoin que tout soit parfait. Elle a juste besoin de se dire: «Avec ce que j'avais, avec les moyens du bord, j'ai fait au mieux». Génial. Bah, écoute, merci beaucoup Mounia de ta participation au podcast. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, donc tu as un compte, Instagram, pour, 108 000 000 000? Ouais, c'est Mounia RK, tout collé, Mounia ERKHA et sur LinkedIn aussi, voilà et puis sur mon site. Et ton podcast, donc 108 000 000 000, tu dispo sur toutes les plateformes, Ah ouais, d'écoute? il est dispo sur toutes les plateformes, vous tapez 108 000 000 000, vous allez me trouver. Et puis, évidemment ton site web, avec, toutes les ressources, la masterclass sur la visualisation Exactement, il y a la notamment. masterclass, il y a pas mal de ressources aussi gratuites. Il y a un atelier, que je donne gratuitement et dont les gens peuvent trouver le replay, sur mon site, Full Mental Jacket, ça s'appelle. Ça donne un peu les bases sur comment fonctionne le cerveau d'Homo sapiens. Génial. Écoute, je mettrai tous les liens. Est-ce que tu es sur YouTube également? Non, pas encore. Pas encore? Je sais pas si j'y serai un jour d'ailleurs, j'en sais rien. OK, super. On Bah, verra. merci beaucoup Mounia. À très Merci bientôt. à toi, Au à revoir. bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.